Moi, je Tu voudrais sais que combien on restes- doit boire de litres? Tu vas probablement me sortir un chiffre qui est erroné. Mais Maintenant, je vais juste te dire quelque chose. Vas-y. Tu articules, tu poses ce que tu dis et tu te mets à bonne distance du micro. Maintenant, tu peux dire la quantité, la capacité qu'il faut boire chaque jour, qui est probablement une belle connerie, j'ai- comme d'habitude du venant de toi. Mais pas du tout. Ok, si c'est une belle connerie, combien penses-tu qu'on doit boire de litres d'eau chaque jour? J'ai un litre 5. Oui, c'est ça, oui. Bon, voilà. Merci, Nolan. Pas du débat. Merci d'avoir suivi. Mais non, Retrouvez-nous sur rien, en fait, parce qu'on publie nulle part. Nous avons vu disons, 2 chapitres principaux que je voulais aborder, à savoir la civilisation va mal. Mhm. Je rentre pas dans le détail, on en a assez longuement parlé. Deuxième chapitre, la préhistoire allait mieux. Meilleure époque, plutôt. C'était mieux il y a C'était longtemps. mieux avant. Donc, C'est avant papy et mamie, là. c'était papi. Non, je sais pas. Alors, maintenant, je vais prendre un dernier exemple pour souligner le fait que... Là, c'est un peu l'exemple final pour expliquer que la civilisation pue la merde et que la préhistoire est extraordinaire. Bien sûr, tout ce que je dis est très nuancé. À nuancer, surtout. Oui, nuancé. Faites preuve d'esprit critique. C'est l'exemple de la confrontation entre civilisation et peuple de fourrageurs. Tu peux... Exemple le plus connu, à savoir l'arrivée de Christophe Colomb Ah, putain, oui. aux Amériques, ou les Indes occidentales comme il pensait. Oui, c'est vrai. Je commence. Donc, je vais citer un peu le texte. Donc là, t'es reparti au 15e siècle, là. Là, on est en 1492, Ok, 15e siècle. typiquement 15e. Je cite l'auteur. Vas-y. En arrivant aux Antilles, Christophe Colomb fut frappé par la gentillesse des peuples autochtones, leur générosité et leur beauté physique. Là, c'est un détail qui relève du détail, mais que je trouve très important. La beauté physique m'a étonné quand j'ai lu, et Il fait déjà une différence entre ce qu'il a vécu et ce qu'il... je pense qu'il a qu'il découvert. y a une vraie différence ethnologique, c'est évident, mais une vraie différence physique, visuelle, Mais quand il dit ça... entre les peuples d'Europe de son époque et les peuples de fourrageurs d'Amérique. Mais quand il dit ça, c'est surtout par rapport à... comment ils sont membrés Alors, beauté ou... physique. Alors là, ou il rentre sur pas la dans le détail. chevelure ou la Mais couleur de peau. quand on dit beauté physique, je pense que ça doit être un mélange de ce que tu viens de citer, peut-être les traits du visage qui doivent être un peu fins, qui doivent être... Ah, Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit quand on parle de beauté physique. Ça peut être aussi une espèce de morphologie générale qu'il trouve très esthétique. j'aurais dit la musculature, tu vois. Peut-être qu'il y a de ça, mais je pourrais pas me prononcer. Je ne sais pas. Bon, maintenant, je vais citer une page ou deux, Oui. puisque c'est le journal de bord de Christophe Colomb. Ok. Et là, on va s'amuser. Je cite. « Ce sont les meilleurs gens du monde et les plus paisibles. Très doux et ignorants de ce qu'est le mal, ils ne savent se tuer les uns les autres, ni s'emprisonner. Ils aiment leurs voisins comme eux-mêmes, ils parlent de façon douce et rient sans cesse. » Là, je cite Christopher Ryan. Quelques pages plus loin, dans un des retournements les plus effrayants de l'histoire écrite, Colomb note « Ils feraient de bons serviteurs. Avec 50 hommes, on pourrait les asservir tous et leur faire tout ce que l'on veut. » Le mot « or », donc la matière, argent, or, donc or, apparaît 75 fois au cours des 2 premières semaines du journal de Colomb. L'obsession pour l'or du célèbre explorateur lui conduisit à imposer un système infernal dans lequel les Indiens qui ne livraient pas le quota d'or qui leur avait été assigné se faisaient couper les membres. Mhm. Peu importait aux Européens qu'il n'y eût que très peu d'or à trouver sur ces îles. Comme l'admet Samuel Eliot Morison, biographe par ailleurs très admiratif de Christophe Colomb, il leur était impossible d'échapper aux maniaques européens. Je cite « Ceux qui s'enfuirent dans les montagnes furent pourchassés par des chiens
Et parmi ceux qui s'échappèrent, la famine et la maladie firent des ravages, tandis que des milliers de pauvres créatures désespérées choisirent d'ingérer du poison de manioc en vue de mettre fin à leur misère. Morrison estime qu'un tiers des 300 000 Taïnos furent tués en 2 ans seulement, entre 1494 et 1496, et qu'en 1508, seuls 60 000 survivaient encore. Quelques décennies plus tard, il ne restait plus que quelques centaines de ces meilleurs gens du monde. Et là, il nous prend en dernier exemple Christopher Ryan qui dit « J'ai visité la Casa des Colonnes, un musée consacré à Christophe Colomb sur l'île de Gran Canaria. Logé dans un bâtiment où Christophe Colomb aurait fait escale lors de ses voyages, la seule mention que j'ai pu y trouver de ses interactions avec les indigènes était une reproduction d'un document du Vatican précisant que les Taïnos devaient être bien traités, sans doute une des proclamations les plus ignorées de l'histoire. Un peu comme si un musée consacré à Hitler ne mentionnait pas l'Holocauste. » Déjà, ce qui me marque, c'est une envie de domination déjà sur l'autre. La soif de l'or, la maladie. Ouais, mais Peu importe ce que l'on fait, déjà, le narratif du progrès perpétuel rentre en compte, où ils sont inférieurs. Tu te souviens quand je citais Christopher Ryan qui disait on peut les tuer de toute façon, même la civilisation ne peut qu'être une amélioration pour ces abominables créatures. Ouais, je comprends. Donc il y a ça qui rentre en compte, et quand il décrit que ce sont les meilleurs gens du monde, qui sont gentils, qu'ils ont une beauté physique véritable, et que je sais pas combien de lignes plus loin, il dit avec 50 hommes, on leur fait faire tout ce qu'on veut. Je trouve que l'exemple est assez parlant de ce qu'est la civilisation, c'est-à-dire dans ses plus sombres penchants, et ce qu'est la vie de fourrageage. Après, si là, on est d'accord, après notre époque, là, au XXIe siècle, bien évidemment qu'on est outré, enfin, on constate qu'il n'y avait qu'une domination à cette époque. La même chose avec les Ouïghours en Chine. Bien sûr, mais c'est juste que... Pas la même chose, non, mais je veux dire... il y a des cas d'horreur similaires qui sont dans notre monde contemporain. On ne peut pas se dire c'était horrible avant, mais maintenant... Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est juste que, d'une certaine manière, on sait que maintenant, il y avait de toute façon une forme de domination qui se faisait de toute façon à cette époque. Elle l'a toujours été, vu que l'esclavage, ça avait duré 400 ans avec le commerce triangulaire. Mais l'esclavage a duré des millénaires. Non, mais je parle surtout d'un point de vue du de commerce l'Amérique. triangulaire, oui. Je parle surtout d'un point de vue de l'Amérique. Et donc là, c'est les tout En débuts. général, l'esclavage a toujours existé, et peu importe la L'esclavage a civilisation. été justifié par le narratif du progrès Ah, perpétuel. oui, bien sûr. Mais là, en fait, ce qui m'interpelle, c'est qu'il va louer déjà la civilisation qu'il a découvert en disant quelle différence physique qu'ils ont. Il explique quand même que ce sont les meilleurs gens du monde. Mais voilà, c'est ça qui C'est-à-dire m'interpelle. Il arrive à voir chez eux des qualités qui sont vraiment... Ils sont très doux quand ils parlent, et ils rient beaucoup. Après, tu vois, j'ai envie de me dire, est-ce qu'ils parlaient pas aussi de leur façon de vivre? Mais je pense... Il y a aussi une certaine manière, je pense qu'il y a... On n'a pas l'intégralité du journal de Christophe Colomb ici, et je crois que l'original a été perdu, et donc c'est une copie qu'on a fait, peu importe. Mais... Et puis surtout qu'il a été gouverneur là-bas. Qu'il a été ouais, mais après il a été démis de ses fonctions parce que ça coûtait trop cher. Bien longtemps après. Je crois que c'est au bout de sa 4e expédition. Ça fait pas mal. Hein. J'ai terminé sur le dernier exemple de cette confrontation. Je sais pas si tu as d'autres choses à demander par rapport à ça. En tout cas, moi je retiens qu'une forme de domination vis-à-vis du peuple. Mais parce que justement, c'est le narratif du progrès. Mais oui, mais non, mais je veux dire, le narratif du progrès perpétuel, c'est c'est la racine même du problème. Et dans le tronc, on a des grands concepts. Tu vois, si je fais la métaphore de l'arbre, dans le tronc, on a les grands concepts qui sont ancrés dans notre société, la propriété privée, la notion de ça m'appartient, c'est à moi. Là, le fait de vouloir de l'or, parce que l'or est un moyen d'acheter la liberté puisque c'est de l'argent. Ça, c'est tout le problème par rapport à l'argent. Je ne suis pas rentré dans certains détails dont il parle qui ne sont absolument pas des détails. Là, je vais citer j'ai eu la flemme de compter, quelques éléments que je n'ai pas abordés parce que je considère qu'ils sont certes d'importance capitale. Si tu veux, on pourra en parler si tu veux. Mais j'ai préféré synthétiser et me concentrer sur le principal. Les éléments que je n'ai pas abordés sont la guerre. Ouais, vas-y. Le sexe. Ok. La sécurité. L'enfance. La mort.
l'argent. L'argent encore? J'en ai pas vraiment parlé de l'argent. Bah, t'as quand même fait un point sur l'or et l'argent Je sur viens de t'en place. parler en une phrase. Bah, c'est quand même quelque chose qui était déterminant pour eux là-bas, quoi. Ils n'y allaient pas pour les peuples, ils y Oui. allaient surtout pour les matières là-bas. Tu sais que le but de Christophe Colomb, c'était de rejoindre les Indes Oui, je sais. par Donc c'était une autre route. le Donc commerce. si c'était les Indes, C'était l'argent. voilà, le commerce. Donc principal argument, c'est plus d'argent. Et avant Par de... contre, la guerre, juste petit aparté, mais la guerre, La guerre, quelle si guerre j'ai tu veux quelque dire? chose à dire par rapport à ça, c'est que Parce que c'est quand même important. je vais juste citer tu Obama. Obama? Ce qu'il a fait, parce que le L'Afghanistan? le Non. propos vis-à-vis de la guerre commence sur une citation de Obama. Ah, donc il est pas dans. Obama, à la réception de son prix Nobel en décembre 2009, prix Nobel de la paix, on pourra juger de la légitimité de cette réception, il a prononcé un discours dans lequel il dit la chose suivante. La guerre, sous une forme ou une autre, est apparue avec le premier homme. À l'aube de l'histoire, sa moralité n'était pas remise en question. Il s'agissait simplement d'un fait, comme la sécheresse ou la maladie, de la manière dont les tribus puis les civilisations recherchaient le pouvoir et réglaient leurs différends. Et Christopher Ryan commence par dire « Mark Twain se demandait si nous sommes gouvernés par des gens intelligents qui se moquent de nous ou par des gens idiots qui se trompent. » Et Christopher Ryan nuance en disant « Je pense que nous sommes gouvernés par des gens intelligents qui ont été éduqués par des grandes notions erronées comme le narratif du progrès perpétuel dont nous parlons depuis maintenant longtemps. » Et il explique que, donc c'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail, la guerre est apparue avec la civilisation, avec la notion de propriété. Parce que tu n'as aucune raison de faire la guerre pour quoi que ce soit si ce n'est un objet, un territoire ou quoi que ce soit que tu veux t'approprier. Et avant la civilisation, il n'y avait pas la notion de s'approprier quoi que ce soit, puisque si tu es sur une zone, sur un territoire qui est plutôt, disons, plaisant, qui t'apporte du confort ou quoi que ce soit, de toute façon, tu ne le garderas pas puisque tu vas changer avec le principe de mobilité, qui est l'un des trois principes qui est factuel dans toutes les civilisations de fourrageurs. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais la guerre ne pouvait pas exister avant la civilisation, puisque la guerre est provoquée par les grands concepts de la civilisation. Donc je pense que de toute façon, c'est que par rapport à ça qui a fait qu'on a fait la guerre, quoi. Et il réexplique qu'on a justifié La guerre en disant ça vient avec le premier homme, parce qu'ils ont fait la comparaison avec les chimpanzés qui ont l'habitude de se battre énormément, et les gorilles. Ça va Mais loin, sauf quand qu'en fait, si on remonte à notre racine commune, qui est donc, on a je ne sais pas combien de pourcentage en commun avec les chimpanzés et tu les parles de la gorilles, théorie de Darwin, là. on a un troisième cousin qui s'appelle le bonobo, et qui n'est jamais cité dans Aucun livre. par rapport à la guerre, ce qui s'appelle le cherry picking, c'est-à-dire tu choisis tes arguments qui vont Dans un sens. dans ton sens et tu mets de côté ceux qui ne vont pas dans ton sens. On ne cite jamais les bonobos parce que les bonobos résolvent tous leurs conflits pacifiquement. Ou même pire, ils les résolvent avec du sexe homosexuel. Tout ça pour dire que, merci technicien, Le détail est quand même très je ne rentre très pas poussé. dans la notion de guerre et je ne rentrerai pas dans les autres notions ok. que j'ai citées. Bah, S'il y en a qui t'intéressent plus que Bah, autre chose, franchement, la guerre- je pourrais les explorer. Bah, Là, je vais pas te mentir, je n'ai pas préparé le sujet. Là, je t'en parle un peu pas vraiment à chaud parce que le livre, je l'ai lu il y a longtemps, mais ça doit être ça. je t'explique ce dont je me souviens. Mais si tu veux que je te fasse quelque chose de plus structuré comme j'ai fait Non, précédemment, mais je peux préparer. c'est surtout la guerre qui m'interpelle parce que juste faire la guerre pour une notion de propriété, je peux comprendre ce qui est totalement vrai et ça se voit. Mais la guerre, si tu réfléchis, je vais pas reprendre. Si j'ouvre le livre, on va rentrer trop dans le détail. Ouais. C'est vraiment pour des notions qui sont un territoire. Une influence aussi. Ça va être vraiment une question de pouvoir.
Ah, mais de toute façon, Et la le guerre, pou- ça a et- que et- été du Et pouvoir. le pouvoir est lié de manière intrinsèque avec la civilisation. Mais ça l'a toujours été en soi. Et si tu regardes le pouvoir Mais toujours dans l'histoire. de l'humanité, oui. Non. Je fais une distinction entre l'histoire, c'est-à-dire l'histoire civilisée, et la préhistoire. Moi, je te parle surtout de l'histoire de l'humanité en règle générale. Mais il y avait le principe de pouvoir était, disons, contrôlé pendant la préhistoire. C'est-à-dire, si quelqu'un veut prendre le Mais parce dessus, qu'on et était. s'il veut imposer une gouvernance, Mais, il parce... va se faire contrôler, disons, par le reste du groupe, et il n'a aucun moyen de pression. mais il faut savoir aussi qu'on n'était pas aussi tant développé que ça à cette époque. Donc, ce qui fait que notre évolution. Développé, tu veux dire intellectuellement? Bah oui, parce que tu sais que depuis 2000 ans, plus même, parce que ça fait pas mal de 2000 ans, temps. on n'a pas eu le qu'on temps est- de trop évoluer. Non, hein, mais mon gars. depuis 2000 ans. Ça fait 300 000 ans que l'homme existe, il y a évidemment eu des évolutions. Mais les plus grandes évolutions se sont faites il y a à peu près 3000 ou 4000 ans. Avec l'écriture, avec. L'écriture, c'est vraiment. Mais pour le coup. Bah, c'est là où on a pu mettre des mots, quoi. Ouais, mais franchement, même si dans notre société ça paraît central, ça ne l'est pas tant que ça. Je peux comprendre, mais d'une certaine manière, c'est ce Je qui dirais. ouvre la. Là, j'ai aucun repère chronologique pour t'en parler. Ce qui Ouais. a vraiment fait évoluer l'homme, c'est le feu. Oui. Puisque en découvrant le feu, je t'en avais Faire déjà cuire parlé, la viande, ouais. tu fais cuire la viande. Enfin, en tout cas, tu fais cuire ce que tu manges. Et c'est trop bon, genre. La viande. Et, Ah, la viande. et digérer de la nourriture crue te demande beaucoup plus d'énergie. Oui. Et donc l'énergie que tu gardes du fait que tu as mangé de la nourriture cuite, Mhm. elle va aller permettre de développer ton cortex cérébral. Donc l'une des Donc plus il y a grandes inventions une de meilleure l'humanité, réflexion, tu veux dire. ça a permis à l'homme de s'élever intellectuellement. Mm. Et de commencer, je pense, et ça c'est Notion. une pérégrination totale de ma part, je pense que c'est à partir du feu que l'homme a pu commencer à se poser des questions métaphysiques. Ça reste à prouver, ça. Ça reste à prouver. Je n'ai aucun moyen d'argumenter ce que je viens de dire. Faites vos recherches, comme diraient Non, ça, des c'est gens mauvais, qui tu l'as se déjà dit, en plus. déresponsabilisent complètement Ça, de tu l'as déjà dit. leurs paroles. Ah bah tu vois, c'est une recherche qu'on pourrait faire. On pourrait. Ouais. Est-ce qu'on va le faire? Ah bah, Pourquoi pas? Allez. Il y a- Allez, Allez, si tu veux. allez, vas-y. Bah moi, je vais le noter parce que sinon, je vais oublier. Puisqu'on parlait de la notion de propriété, j'aimerais te citer une citation que j'aime énormément, qui est dans ce livre, de Malcolm Forbes, qui est un écrivain, je crois. Bon, C'est pas qui c'est. la citation dit la chose suivante. Celui qui meurt avec le plus de jouets l'emporte. Alors, il faudrait que tu me définisses c'est quoi jouer. Dans le livre. La citation n'a aucun contexte dans le livre. Je pense qu'il l'utilise parce qu'on n'est pas censé se questionner sur le nom de jouet, ce qui est assez explicite. Est-ce que jouer veut C'est faire quand- signification de confort? Je pense que ce n'est pas la signification de confort, c'est le fait de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je t'avais dit une citation de je ne sais plus qui dit il y a deux types de gens dans la vie, ceux qui ne savent pas faire d'argent et ceux qui ne savent pas s'arrêter. Je pense que c'est en lien avec la question de celui qui meurt avec le plus de jouets l'emporte. C'est-à-dire qu'on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça, c'est une espèce d'introduction. à la Aujourd'hui, on conclusion, sait pas, on sait pas s'arrêter, quoi, tu veux dire. Et on ne sait plus s'arrêter et on veut toujours accumuler pour quoi faire. Ça, on y reviendra en conclusion. Je vais faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit, de tout ce qu'on a vu, et on va finir par la conclusion de manière logique. Alors, on a vu en premier chapitre que on a l'habitude de considérer que la civilisation est géniale et qu'en fait, ça n'est pas le cas. Et on a développé ce qu'était le narratif du progrès perpétuel. Tu m'arrêtes s'il y a un élément que tu... Narratif du progrès perpétuel. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, on a vu, par rapport à la préhistoire, quelles étaient
moyens utilisés dans les différentes études et comment on fait pour apercevoir une époque si lointaine. Ensuite, on s'est concentré sur l'exemple des Pira'a, qui est donc un peuple étudié par Daniel Everett. Je sais pas si tu t'en souviens. Göbekli Tepe aussi. Ça, c'est après. On s'est arrêté sur les 3 quasi-invariants. Donc, la mobilité, la gratitude, l'égalitarisme. Mm. On a fait la petite parenthèse sur le pouvoir. On a expliqué l'expression noble sauvage. On s'est arrêté sur la naissance de l'agriculture, qui est Oui. un peu le tournant. On sait à peu près quand est-ce que ça a été fait. Il y a environ 12 000 ans. J'avais compté 10 000. Quelque chose comme ça. Non, mais c'est 10 000, mais je veux dire. C'est vague. 12 000, non, mais alors évidemment que c'est vague, on n'est pas sur un chiffre très précis. 12 000, c'est le début du long été. Qui leur a permis de se mettre dans des circonstances, disons, vulnérables. Et enfin, comme on vient de voir, l'exemple de la confrontation entre les peuples d'Amérique du Nord et Christophe Colomb et ses potes. C'est moche. Ah, Christophe Colomb, quand j'entends parler de ce mec en grand homme, grand saint qui nous a permis de découvrir l'Amérique. On n'a jamais dit ça, je crois. Enfin, on n'a jamais. Non, on n'a jamais entendu. Grand saint, on chante régulièrement l'éloge de Christophe Colomb. Oh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Du coup, j'en profite. Je On parle de Christophe Colomb. J'étais censé en parler en conclusion, mais on va le faire juste avant. Le culte des tyrans. Alors, attends. Et là, je ne prononcerai pas un seul mot à ce sujet. Je vais laisser Christopher Ryan en parler. Le NPP insiste pour que nous vénérions des escrocs, des violeurs et des pillards, rebaptisés fondateurs, conquérants et civilisateurs par des historiens à la solde du pouvoir. Déjà, les siens, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui et tous les mecs qui sont nés au même endroit. Est-ce que les merveilles de notre époque valent le coût exorbitant que nous payons?